Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Retour dans ce studio avec vous pour continuer à décrypter les sujets d'actualité. Nous vous l'avons annoncé dès le début de cette émission à Bofa. Les populations sont vent debout depuis quelques jours. Elles réclament, le départ du maire de la commune. Ce qu'on lui reproche à Seydouba Kissing, c'est bien une mauvaise gestion du fonds de développement local, le FODEL, et une réponse insuffisante à la question de l'emploi. Nous aurons donc son conseiller chargé de la communication et des communautés, et puis aussi le porte-parole des manifestants. Donc Abdoul Aziz Sow prendra la parole dans cette deuxième partie. Mais d'ici là, on va faire lecture de quelques messages avec vous, en commençant par ceux de Twitter. Si vous êtes prêts, là-bas de votre côté à la régie, nous y allons. Le premier dont nous lisons un message ce matin, c'est Youssouf Mario Godze Camara. Il dit... Bonjour les GG, nous voulons que tous ceux qui ont touché à la chose publique le remboursent. Tous les pionniers du mal doivent payer. Nous les connaissons tous. Nous voulons que les actes soient liés aux paroles maintenant, nous dit-il. Ils doivent être jugés et condamnés. Youssouf Mario Godze Camara qui a écrit ce message. Et puis, l'on poursuit tout simplement lecture de ces messages, cette fois avec un autre. Bougez-vous un peu de ce côté. Abou Poutine Banco qui nous écrit, il dit la justice doit jouir de son indépendance pour que les cadres soupçonnés soient situés sur leur sort pour tout bon. Joyeux anniversaire à l'humoriste des grandes gueules, d'accord. Joyeux anniversaire à toi prochainement. On va avec un autre plutôt, ce message se répète. Donc CC Jean-Louis le bourgeois nous écrit également. Bonjour Tamba, et pendant les dernières années du règne du PRAC, tous ceux qui ne conjuguaient pas le même verbe que le RPG étaient contre lui. Ainsi, beaucoup de biens ont été retirés à leurs propriétaires parce qu'ils ne l'ont pas soutenu. Merci au CNRD pour la restitution. On poursuit lecture de ces réactions avec Gibril Soriba Souma qui nous écrit « Bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG, cette restitution des biens de ce monsieur sans loi est un acte très salutaire de la part du CNRD après son expropriation illégale par le régime de Koro Alpha. Gibril Soriba Souma depuis Koyawon Kifong chez Mafoudia Bangoura qui nous a écrit Le dur à cuire nous écrit aussi, il dit bonjour la team GG, merci à la CRIEF de ne pas oublier le fameux groupe des 518, ces délinquants financiers, nous dit-il, doivent justifier leur gestion. Eh ben, je vous laisse la responsabilité de votre propos. Kassori doit aussi... les gars, on n'avait pas terminé, mais on y va quand même. Ibrahim Assori Kouyaté nous écrit la règle de droit possède une... portée générale et impersonnelle, donc elle s'applique à tous et indistinctement. Le CNRD s'engage donc à punir les fossoyeurs, mais aussi à rétablir les victimes dans leurs droits. Ibrahim Assori Kouyaté qui a donc réagi. Mamadi Ouarte Diaby nous a écrit aussi, il dit bonjour les GG. Les compétitions démocratiques, c'est entre des citoyens normaux. La place des criminels ou des bandits, c'est à la maison centrale. Il y a des causes qui ont conduit au coup d'État et il faut que ces causes soient anéanties pour une transition réussie. On poursuit avec Mohamed Diakité. Bonjour, team GG. Le garde des Sceaux a pris une sage décision de lever cette suspension. La justice guinéenne a besoin d'un bon guideur, un bon guideur de la boussole, comme le procureur Wright, et sans oublier la décision salutaire du CNRD pour la restitution des biens d'El Hadj Fatako. On continue, lecture de ces messages, ils sont nombreux.
Lui, c'est anonyme. Il écrit, il dit bonjour les GG. Ça fait 7 mois maintenant que les étudiants de l'ENIE n'ont pas reçu leur pécule. S'il vous plaît, intéressez-vous à ce sujet. Pourquoi et pour quelles raisons jusqu'à présent ils n'ont pas gagné. On va on va poursuivre lecture de ces messages. Bonjour les grandes gueules. Je vous tiens informé de la récupération de certains de l'État à la minière. Voilà, bien de l'État à la minière, voulait-il dire. Certaines pauvres familles sont ciblées, sont tenues de sortir en ce mois saint de Ramadan le 15 avril, dans 15 jours, sans dédommagement et sans préavis de 3 mois. Que Dieu sauve la Guinée. On va lire un autre. Bonjour les GG, vous vous focalisez trop sur Kassouri et pourtant le vol en Guinée ne date pas de l'ère Condé, plutôt depuis l'ère Comté. Donc commencez par le commencement, car tous ceux qui ont servi ces 2 temps ont pillé ce pays. Dans ce cas, ils doivent répondre tous. Nous, dit-il, il n'a pas signé son message, mais il y en a beaucoup qui nous ont écrit aussi. Maki Premier de Dar es Salaam qui nous écrit, Maki Premier, et qui dit bonjour Tamba, c'est en réparant les torts du passé que nous allons réussir cette transition. Merci au colonel et au ministre Ousmane Gawal Diallo pour ce mal réparé à l'endroit de Sans-Loi. Effectivement, le ministre Ousmane Gawal qui a fait des mains et des pieds. Si la CRIEF est sincère, tous les anciens dignitaires doivent être en prison car leur responsabilité dans les crimes économiques est de s'en offend. Aucun doute. Tamba, je vous souhaite longue vie. Merci beaucoup, mon cher Maki Premier. Et puis Youssef Kaba nous écrit aussi. Il dit bonjour, donc tous les fossoyeurs de notre économie et soutien au tripatouillage constitutionnel qui prennent la tête de formations politiques pour se couvrir doivent être traqués sans ménagement, nous dit-il. Il ne doit être permis à aucun d'entre eux de candidater aux prochaines élections. Il faut assainir l'espace politique et favoriser l'émergence des cadres vertueux. La comédie doit cesser. Et merci Youssef pour vos souhaits de joyeux anniversaire. Lui, il dit, c'est plutôt Lamarana Yamberin qui nous écrit. Merci au colonel pour avoir rétabli El Hadj Ousmane Fatako Baldé dans ses droits. Bravo aussi à Ousmane Gawal Diallo pour l'effort dans ce sens. Stop à l'injustice, Lamarana Yamberin qui nous a écrit ce message. Ils sont nombreux. Poulo Toro Linsan nous écrit aussi. Bonjour Tambay à toute l'équipe. Tous les bandits à col blanc seront traqués. L'URPG va comprendre enfin le comportement de certains de ces cadres, nous dit-il, car il y avait que des profiteurs au sein de leur parti qui enregistrent des démissions en cascade. Par ailleurs, il faut noter le comportement haineux, a-t-il encore souligné, honteux pardon, de certains agents de police qui n'honorent pas leur corporation. De même, il faut dénoncer les mauvaises pratiques des agents des forces spéciales. Je crois qu'il réagit aussi à ce sujet d'hier. Quelques lectures pour terminer. Abou Poutine Banco, la justice doit jouir de son indépendance pour que les cadres soupçonnés soient situés sur leur sort pour tout bon. Ah d'accord, je crois qu'on avait déjà lu ceci sur Twitter. Abakar Big Up, c'est beaucoup de textes, mais bon. La Guinée était arrivée à un niveau où il y avait une distinction entre le bien et le mal avec le régime passé. Il faut encourager la junte à nettoyer notre pays, sinon aucun développement ne sera possible, nous dit-il, avec cette corruption ambiante qui est liée directement au chômage des jeunes que nous sommes, ainsi de suite, plus loin. Merci Abou Poutine d'avoir pris la parole. Celui-ci c'est toujours bonjour Tamba, permettez-moi de rappeler le rendez-vous du plus grand journaliste du pays, Jacques-Léo Aleno, pour son livre. Il est présent justement, il nous en dira certainement un mot vers la fin de cette émission. Souleymane Konaté, notre Doudou Diouf national qui nous écrit. Bonjour les GG,
par pudeur, certaines personnes devraient accepter de se taire. Ils sont co-responsables de la faillite de notre État, de notre démocratie et de nos institutions. Ailleurs, leur place, c'est la prison. Laissons la CRIEF faire son travail, nous dit-il. Il y a eu assez de délinquance économique dans ce pays. De passage joyeuse, d'accord. Merci mon cher Doudou Diouf, Souleymane Konaté qui nous a écrit depuis du Breka. On revient donc en studio pour poursuivre cette interview avec vous, cette émission pardon avec vous Antoine. La maison centrale, il y a des risques de débrayage, nous apprends-tu depuis hier soir? Oui, ce qui se passe à la maison centrale, c'est pratiquement 2 événements qui ont lieu de ce côté. Dans un premier temps, il s'agit des gardes pénitentiaires qui ne sont pas contents, des gardes pénitentiaires qui hier ont bloqué l'entrée de la prison pour empêcher l'accès à l'inspection générale au niveau de la justice, mais aussi au secrétaire général du ministère de la Justice, qui venait pour l'installation du nouveau régisseur. Vous savez que récemment, avec la mort d'Alassane Bangoura à la maison centrale, il y a eu suspension du directeur national de la maison centrale et également du régisseur. Donc cette suspension qui a eu lieu depuis quelques semaines a été suivie du remplacement du régisseur. Et donc hier, on devait procéder à la passation de service. Et au grand étonnement de tous, les gardes pénitentiaires s'y sont opposés parce qu'ils ne veulent pas que l'ancien régisseur soit remplacé. Parce que selon eux, il y a déjà une situation qu'ils traversent qui n'est pas réglée et on vient à nouveau remplacer le régisseur qui se trouve là. Je rappelle cela juste pour dire que ce n'est pas une première que les gardes pénitentiaires haussent le ton par rapport à leurs conditions de vie et de travail. À ce jour, les gardes pénitentiaires dénoncent mais les gardes pénitentiaires, de quoi je me mêle? Oui. Ça procède quand même de l'administration judiciaire. Pourquoi est-ce qu'ils s'opposent? Ils ont une situation, selon eux, misérable, que l'ancien régisseur est en train de se battre pour résoudre. Il était sur la bonne voie. Le fait d'envoyer un nouveau régisseur va encore retarder l'échéance, selon ce qu'ils nous apprennent. Donc hier, il y a eu ce acte qui a été commis. On a bloqué l'accès de la prison à ces autorités-là, à qui on a refusé de venir procéder à l'installation de ce nouvel homme à la maison centrale. Aujourd'hui, qu'est-ce que réclament les gardes pénitentiaires? Aujourd'hui, ils sont payés à 1 300 000 francs guinéens comme salaire mensuel. Ils réclament un statut particulier, ce qui n'était pas le cas avant. Ils réclament des formations qui n'ont pas depuis beaucoup d'années. Ils sont au nombre de plus d'une quarantaine. Et donc, quand vous regardez le travail colossal que ces gens-là abattent à la maison centrale, vous vous dites, mais est-ce qu'ils ont besoin de réclamer cela à l'État? Parce que c'est la grosse question. Est-ce qu'ils ont besoin de réclamer tous ces droits à l'État? Parce que ce sont eux qui surveillent tout de même ces milliers de personnes qui sont détenues à la maison centrale. Ces gardes pénitentiaires ont la charge de surveiller 24 heures sur 24 les prisonniers ou les détenus qui sont de ce côté. Donc, il y a eu ce acte qui a été commis. Ce matin, on apprend qu'ils n'ont pas encore lâché du lest. Ils veulent continuer leur action tant qu'ils ne sont pas entendus. Et ils sont décidés à aller jusqu'au bout pour que leurs conditions de vie changent. D'en bas, 1 300 000 francs guinéens comme salaire d'un garde pénitentiaire pour surveiller des personnes qui parfois sont accusées de détournement de fonds de milliards ou encore de grands bandits. C'est des vies qu'ils risquent. C'est leur vie qu'ils risquent. Vous comprenez pourquoi... C'est quand même paradoxal. Absolument. Nos prisons ne répondent pas d'abord aux normes, mais les personnes qui y sont pour assurer la garde ou la sécurité ne sont pas bien traitées. Je me dis qu'à ce niveau-là, je comprends un peu ce qui les anime. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu cette grogne d'hier, je me suis dit qu'ils n'ont pas tort d'agir ainsi, parce que il est important pour l'État de prendre en compte leur situation. Réclamer la formation pour ces gardes pénitentiaires qui n'ont bénéficié que pour quelques-uns de formation commune de base et pour d'autres qui n'ont pas bénéficié de formation véritable pour assurer la sécurité d'une personne qui parfois, parce que des bandits, souvent, ce sont des personnes qui maîtrisent les armes à feu. Vous savez qu'il y a de grands bandits qui viennent à la maison centrale, qui parfois, sauf s'ils ont envie de rester. On sait qu'il y a un détenu qui a une fois quitté la prison, qui a fui de la prison. Je crois qu'il a proposé 50 millions de francs guinéens à un garde pénitentiaire pour quitter la prison, ce qui a été possible. S'il
il n'y a pas de traitement véritable pour les gardes pénitentiaires, il est évident qu'il y a des prisonniers de ce côté qui sont nantis, qui peuvent quitter là avec des négociations avec ces gardes pénitentiaires-là, parce qu'ils sont faillibles à tout. C'est des personnes qui sont exposées à toutes sortes de choses, qui peuvent même, sur la base d'espèces trébuchantes et sonnantes. Sonnantes et trébuchantes. C'est le mot de Moussa. Tu nous rappelles Colombo. Les grandes gueules. Qui peuvent parfois accepter de se laisser corrompre pour laisser sortir des prisonniers. Et donc, ce qui se passe là, il faut que l'État, surtout le ministre de la Justice, prenne à bras le corps ce problème-là pour ne pas que d'autres problèmes surgissent. Pour le cas Alassane Bangoura, parce qu'on l'a longtemps rappelé ici, on apprend qu'il y a du nouveau dans le dossier. Hier, le rapport d'autopsie. Alassane Bangoura, il faut rappeler le contexte. Ce monsieur qui a été arrêté, soupçonné de vol de téléphone et de téléviseur. Et de poste-téléviseur. La nouveauté aujourd'hui, c'est que le rapport d'autopsie est disponible et l'avocat nous apprend qu'il est mort d'intoxication alimentaire. Il est mort par la nutrition qu'on leur donnait et apparemment ce n'était pas de bonne qualité. Ça a gonflé sa poitrine, ça a gonflé les poumons, ce qui ne lui a pas laissé de chance de survie. Et donc, il est prêt à prendre la parole ce matin pour expliquer dans quel contexte son client est mort, mais surtout l'injustice dont il a été victime. Et donc, c'est dire qu'il y a des choses qui se passent à la maison centrale. S'il n'y a pas d'action véritable prise par l'État, je crains que le pire n'arrive. Les grandes ce n'est pas gueules. normal que de telles revendications interviennent, surtout quand vous voyez le motif pour lequel les gens revendiquent. Parfois, vous vous dites que mais c'est assez banal. Assez banal. C'est assez banal. Et sur les conditions de ces gardes pénitentiaires, c'est un peu la réalité. Je cherchais là tout à l'heure la réflexion d'un de mes petits frères qui disait une parcelle de nos jours coûte 150 millions. Il faudrait 60 ans de service à un fonctionnaire pour pouvoir acheter rien qu'une parcelle vide. Aujourd'hui à Conakry. Tamba, c'est très grave. Et j'ai l'impression que parfois l'État n'a pas d'égard pour quelques-uns de ses travailleurs. Parce que là, ceux-ci font un travail noble, Tamba. Prendre le risque, prendre le courage d'être travailleur à la maison centrale, c'est-à-dire y passer des journées, des semaines, des années à surveiller des personnes, il faut que vous soyez courageux. Absolument. Et percevoir à la fin du mois 1,3 million, c'est dérisoire comme salaire. C'est-à-dire, vous n'avez pas la possibilité de faire d'autres activités, vous avez le devoir de surveiller des bandits de grand chemin parfois, des bandits à col blanc que vous devez surveiller. Et pour ça, l'État doit faire en sorte que vous soyez dans les conditions requises. Ailleurs, les maisons construites pour les détenus sont dignes de nom. Les gardes pénitentiaires ont là où se reposer, ils ont là où travailler et là où prendre du temps pour des réunions et tout cela. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Voyez les maisons, voyez les bâtiments dans lesquels sont détenus nos prisonniers et voyez dans quelles conditions nos gardes pénitentiaires travaillent. À mon avis, il est temps que le ministre de la Justice, puisqu'il est nouveau, il est important qu'il fasse en sorte de changer cette situation-là pour éviter qu'un jour nos gardes pénitentiaires ne croisent les bras, ouvrent les portes et disent à tout le monde sortez. Les grandes gueules. Absolument, et il faut le dire. On va avoir tout à l'heure l'avocat de monsieur Alassane Bangoura, c'est bien Sékou Mahouloud Koïta. Nous l'aurons tout à l'heure pour nous décrire les conditions dans lesquelles son client a perdu la vie. Djiba, vous êtes très intéressé au sujet des prisons, la pléthore à l'intérieur, les conditions de vie. Dites-nous-en. Oui, tout à fait. Vous savez, si on donne l'exemple le plus parlant, c'est la maison centrale de Conakry. Il faut rappeler qu'il a été construit sous le premier régime, il y a encore plusieurs années. Et au départ, la capacité d'accueil était de 300 places. 300 places. Aujourd'hui, selon des ONG de défense des droits humains, nous sommes quasiment autour de 1500. Donc ça veut dire qu'il y a une surpopulation de ce côté carcéral. Et donc ce qui a aussi des conséquences. Vous avez par exemple 3 cales. Les cales, finalement, aujourd'hui, sont complètement excédées. Et ce sont les ateliers, là où on essaie quand même de se battre pour aller vers une réinsertion de ces prisonniers, parce que la prison, une fois encore, a un rôle quand même de réintégration dans la société. Donc, il y avait des ateliers tels qu'ils faisaient l'eau froid, ils faisaient aussi des ateliers de menuiserie, ainsi de suite. Finalement, même ces ateliers-là ont été transformés en des maisons de détention. Donc, ça veut dire que le nombre a tellement excédé et les ateliers finalement ont été annexés. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans cette dynamique de réinsertion. Vous venez, vous êtes détenu, vous pouvez voir dans une seule cale, on peut vous parler de 80 prisonniers qui sont entassés.
Et donc, ça veut dire qu'ils sont dans des conditions très inhumaines. Et finalement, les maladies peuvent se développer. Sans compter qu'il y a la malnutrition. Souvent, les ONG font des descentes au niveau de la maison centrale pour constater un peu ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai qu'il y a certains cas, on ne les ouvre pas parce que de ce côté, il y a des personnes finalement aujourd'hui qui ont même des maladies d'égale parce que le fait de rester statique et surtout de ne pas se déplacer à tout moment, compte tenu de leur charge. Donc, il y a autant de facteurs qu'on a cités. Il y a aussi des personnes qui sont condamnées et ceux qui ont été déposés, c'est-à-dire qui sont en détention préventive, en attendant le procès, on les met ensemble, c'est-à-dire des personnes qui sont condamnées et ceux qui attendent leur procès. Donc ça, on ne peut pas comprendre qu'une personne déjà qui a été sanctionnée par la société et que l'autre qui est en instance, il attend son procès, qu'on les mette ensemble. Donc ça aussi, ça a été révélé dans un rapport que vous vous souvenez à l'époque, le ministre Cheikh Sako avait mis en place une commission prison. Cette commission avait pour mission de faire le tour de la Guinée et de produire un rapport in fine, rapport dans lequel on allait quand même faire des recommandations, voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et parmi ces recommandations, c'était de faire l'extension du côté du Yorokogia. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où en sommes-nous avec ce projet-là, parce que beaucoup disaient que l'État a les moyens limités. Est-ce qu'il faut prendre les moyens de l'État, injecter dans la construction d'une prison, sachant qu'on a des établissements scolaires à bâtir, à faire l'extension des universités? Finalement, il a tout fait, il a pesé dans la balance et c'est devenu un échec. Et aujourd'hui, si vous partez du côté de Yorokogia, est-ce qu'on peut aujourd'hui construire cette prison? Les citoyens ont complètement acheté des terrains dans l'espace. Ça veut dire que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il y a non seulement la question du nombre, il y a la question aussi des dossiers qui sont en instance. Et ça, je pense que c'est à la justice. Aujourd'hui, c'est la justice qui nous met aussi dans ce scénario. Parce que imaginez-vous. Je veux juste rappeler. Oui, je vais venir sur la question des gardes pénitentiaires. Je veux juste rappeler avant de vous laisser continuer. Il y a quand même cet arrêté qui date du 31 mars. Dernier, je pense que c'est celui-là que Antoine évoquait, qui a porté suspension de certains cadres au niveau de l'administration pénitentiaire. Le premier, c'est bien Monsieur Mamadouba Keïta, qui est directeur national de l'administration pénitentiaire, qui est suspendu. Le second, c'est c'est Monsieur Fodemoussa Molota Camara, régisseur de la maison centrale, dont parlait Antoine. Et puis le tout dernier, c'est Isiaga Camara, chef du poste médical de la maison centrale. Ces trois ont donc été suspendus. Et ça a coïncidé même au changement de régime. Et pour finir rapidement, puisqu'on Non, ça c'est récent là. Récent, oui. 31 mars, oui, 31 mars, d'accord. Parce qu'il y avait eu aussi d'autres qui avaient été suspendus. Maintenant, il faut rappeler que ça ne date pas d'aujourd'hui, ces gardes pénitentiaires, parce que vous vous souvenez, encore en 2020, il a fallu l'intervention à l'époque du général Baldé, du haut commandement de la gendarmerie nationale, qui était venu négocier avec ces hommes pour les amener à de meilleurs sentiments et attendre que le statut particulier dont il revendique plus souvent qu'il soit appliqué, mais aussi il parlait à l'époque de la régulation de la situation des bénévoles, les primes de stage, de formation, l'application du statut particulier du personnel pénitentiaire et du régime juridique des établissements pénitentiaires. À ce jour, ils ont quand même cité beaucoup d'éléments. Ce qu'on va faire. Mais finalement, c'est des personnes qui ne sont pas écoutées. Ce qu'on va faire, on va revenir avec vous après cette interview avec Monsieur Sekou Mahouloud Koïta. Bonjour maître. Les grandes gueules. Oui, bonjour monsieur Tamba. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le conseil d'Alassane Bangoura de feu Alassane Bangoura Antoine Kourma. Oui, maître Koïta, nous apprenons qu'il y a du nouveau dans l'affaire Alassane Bangoura. Le rapport d'autopsie est désormais public. Dites-nous de quoi est mort votre client. Merci monsieur Kourma. Si vous me permettez, avant, je souhaiterais souhaiter joyeux anniversaire à votre collègue, M. Tamba. Merci. Merci beaucoup. Et ensuite, je voulais aussi vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à cette affaire Alassane Bangoura depuis le jour de son décès. L'ensemble des médias, je voulais vraiment vous remercier. Maintenant, pour venir à votre question, selon le rapport de l'autopsie fait par le professeur Hassan Ba, je précise au passage qu'il est agrégé du CAMES, donc il est reconnu au niveau international. Donc selon son rapport, mon client Alassane Bangoura serait décédé pour des
en raison des conditions de sa détention, précisément pour un déficit alimentaire ayant entraîné des problèmes pulmonaires. Donc c'est ce que le rapport, si je peux résumer sa conclusion en une phrase, décédé pour des conditions de sa détention, pour déficit alimentaire ayant entraîné des problèmes pulmonaires. D'accord. Conditions de détention, déficit alimentaire, problème pulmonaire, ça s'enchaîne. Est-ce que vous êtes rapproché du professeur Hassan pour vous expliquer en termes simples, comme à l'élémentaire, ce que ça veut dire, Oui, nous avons échangé au téléphone, mais je vous informe que j'ai reçu ma copie du rapport hier en fin de journée. Et nous sommes au mois de Ramadan et je souhaite, je lui envoie un écrit pour qu'il puisse me donner des explications en termes simples, comme vous l'avez dit. Parce qu'effectivement, il y a des termes biologiques qui m'échappent au fait. Donc, nous allons lui adresser dans la journée une lettre pour des explications sur ces thèmes biologiques qui nous échappent. Mais le français est la quelque chose quand même que nous avons compris dans ses conclusions. Voilà, c'est là qu'on souhaitait venir. Il est décédé pour son décès est imputable aux conditions de sa détention. Ça, je pense que je n'ai pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Parce que c'est noir sur blanc, c'est du français. Il est précisé qu'il est décédé pour ces conditions de détention. Ça a été clair. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles il était détenu finalement? Parce qu'il y a plusieurs prisonniers. Mais en quoi ces conditions étaient-elles différentes? Ou comment est-ce qu'elles ont réussi à entretenir cette chaîne qui lui est finalement fatale? Vous savez, c'est vrai, il y a plusieurs prisonniers, mais nous n'avons pas les mêmes résistances. Et donc, surtout, un prisonnier, moi, en plus d'être mon client, il m'était proche, puisque ça fait 2 ans qu'il dort chez moi, et je sais que le fait qu'il s'est senti injustement arrêté, déjà même psychologiquement, a beaucoup joué sur lui. Ça, je le sais. Et donc, c'est pas parce que d'autres ne sont pas décédés pour des conditions de détention que lui, on ne va pas considérer que lui a été fatal. Maître Koïta, c'est la première fois que vous prenez la parole depuis l'arrestation et le décès de votre client. Dites-nous, on a écouté dans ce studio votre adversaire ou votre collègue, votre confrère, Maître Yaya Dramé, qui à l'époque disait que Alassane était poursuivi pour 2 chefs d'accusation. Il parlait de pédophilie également, de vol de téléphone et de télévision. Dites-nous, comment est-ce que vous avez apprécié les faits contre votre client, les faits allégués contre votre client? Dites-nous comment est-ce que les choses sont passées pour que votre client en soit arrivé là. Monsieur Kourma, vous me donnez l'opportunité de rétablir la vérité. Je vous rappelle que mon confrère Dramé n'a pas manqué de vous dire qu'il venait de connaître le dossier. Je crois qu'il a dit qu'il était rentré un dimanche et qu'il il a vu le dossier. Je précise que mon client a été inculpé pour vol de télévision et téléphone portable. Il a été inculpé pour vol de télévision, de téléviseurs et téléphone portable. Et non pas pour pédophilie, qui est un crime et un des crimes les plus honteux. Et d'ailleurs, je n'ai pas manqué d'adresser une correspondance à mon confrère Dramé, de s'abstenir désormais de salir la mémoire et l'honneur et la dignité de la famille de mon client. Et j'ai mis le bâtonnier en copie. Et d'ailleurs, j'ai appelé le bâtonnier, s'il a bel et bien reçu. Oui, on a, si vous permettez, on a compris, mais donc, je vous explique la stratégie. Voilà, allons-y, les conditions d'arrestation. Voilà, ils ont compris qu'on ne pouvait pas mettre quelqu'un en prison pour vol de télé. Ça, ils ont compris. Donc, il fallait l'accuser d'un crime. Voilà pourquoi ils ont évoqué, ils ont associé son image à la pédophilie.
mais c'est qui est très loin de la personne de mon client. Hein, la preuve, quand il est décédé, vous avez tout un quartier qui est sorti pour manifester contre son arrestation, contre son décès. Oui, maître, sur son arrestation, maître, on apprend que c'est la BAC qui l'a mis aux arrêts. Vous étiez présent lorsqu'il a été mis aux arrêts. Dites-nous comment les choses se sont passées, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Vous avez été très proche de votre client. Dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, effectivement, il a quitté la mosquée pour la prière de l'eau. Il est venu comme tous les jours pour m'ouvrir le portail. À 5 heures, j'ai travaillé. Et c'est entre-temps qu'il a été accaparé de lui. Je rappelle que pick-up d'argent, au moins une dizaine. Et tous les 10 étaient armés. Ils avaient tous une arme à feu. Donc ça m'a même impressionné. Et tout de suite, il a crié patron. Et donc, je venais pour prendre mon véhicule. Et donc, j'ai eu le réflexe de dire, je suis avocat, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le responsable, le chef de ces agents-là est venu vers moi, puisqu'il avait 2 autres agents qui ont même pointé les armes à ma direction. Et donc, qui m'a expliqué qu'on vient l'arrêter pour vol de télé. Donc, je prêtais pour vol de télé. Alors, j'ai répliqué, j'ai dit, mais où est la convocation? Et lui, il dit, mais il n'y a pas de convocation, nous sommes là-bas. J'ai dit, non, c'est pas possible. Je suis avocat, je vous dis que vous avez besoin d'une convocation. Vous voulez pas, il faut lui adresser une convocation. Et ils ont dit, non, maître, nous, ils ont sorti alors la jeune fille qui le dénonçait. Ils ont dit que c'est cette fille qui est le mineur qui le dénonce. Nous, on vient depuis longtemps. J'ai dit, j'accepte tout ça, mais il faut une convocation. Ils ont dit, maître, nous, on est la BAC, c'est la BAC numéro 5 de Nongo, on est la BAC, on n'a pas besoin de convocation. Si vous n'êtes pas d'accord, suivez-nous. Je dis d'accord, j'irai le chercher, mais là, je vais immédiatement à Dictine, puisque j'avais audience à Dictine. Donc, vous voyez que déjà, depuis son arrestation, c'est que je n'ai pas manqué de signaler au procureur spécial, il y a des manquements. Mais depuis quand la BAC anti-criminalité, vient arrêter quelqu'un pour une vente de télé. C'est hallucinant. Et j'avais tout fait. On a discuté pendant 10 à 15 minutes qu'il a besoin d'une convocation. Parce que ce qu'on oublie ici, la convocation est nécessaire en précisant le motif de la convocation et celui qui est à l'origine de la plainte. Pour que Finalement, maître, d'accord. se préparer pour sa défense. D'accord. Maître Sekou Mahouloud Koïta, il est conseiller de feu Alassane Bangoura, décédé justement à la faveur de son incarcération pour présumer fait de vol de téléphone et de téléviseur. Vous êtes suffisamment exprimé sur les conditions d'arrestation et peut-être un peu plus sur les conditions de détention aussi. Mais à l'époque aussi, on avait parlé de la caution qui aurait été demandée à votre client et contre quelle caution finalement il aurait pu bénéficier sa libération. C'était à combien et dans quelles conditions ça a été demandé? Et est-ce que cela avait respecté les règles de l'art? Alors, pas du tout. Et, je vous précise que moi j'ai fait un dossier et que j'ai adressé à qui de droit. Et donc, moi, c'est la famille qui m'a appris qu'on leur demande de payer 10 millions. Et donc, je me suis dit, mais on ne peut pas vous demander de payer 10 millions. Je fais ma demande de mise en liberté. On ne peut pas vous demander de payer 10 millions. Alors, j'ai échangé personnellement avec la juge d'instruction. Vous savez, je rappelle que la caution est légale. Le paiement de la caution pour la liberté, c'est pas dans le problème. Mais notre code de procédure pénale est clair. C'est une garantie. Comme le nom l'indique, c'est une garantie de présentation lorsqu'on aura besoin de vous. Mais lorsque vous avez un avocat constitué, lorsque vous avez votre domicile déterminé... Maître, ne passez pas dessus comme ça. La caution, elle est légale, nous sommes sûrs de cela. Mais dans quelles conditions ça a été demandé? Est-ce qu'il est normal qu'un juge d'instruction appelle au téléphone la famille d'un client pour demander 10 millions comme caution? Est-ce que c'est la procédure normale?
Non, du tout. C'est pas une procédure, c'est illégal. Je n'ai pas manqué de leur faire remarquer. C'est ce que je vais vous expliquer. J'ai dit à la juge d'instruction, mais je suis constitué. Mais comment vous pouvez négocier dans mon dos? Ce sont des profanes. Ils sont prêts à tout pour recouvrir la liberté de leurs proches. Donc, j'ai dit, proposez-moi une question raisonnable. D'accord. Pour une voile de télé, on ne peut pas demander 10 millions. Oui, maître, après la mort de votre client et les accusations tout de même qui ont été portées contre la juge d'instruction par la famille de Bangoura, qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Parce que là, on estime que c'est très grave qu'on mette en prison quelqu'un pour des faits non avérés et qu'il meure en prison. Vous qui êtes l'avocat d'Alassane, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai commencé à agir depuis son arrestation. Je vous précise que c'est suite à ma demande au niveau du procureur général, et que d'ailleurs je remercie au passage parce que le même jour après encore ma demande. Aujourd'hui on a un résultat de l'autopsie, on a un rapport, parce que tout de suite moi je dis que j'ai des doutes sur son décès. Ça c'est la première chose. Ensuite, je vous dis que j'ai fait un dossier en relevant les manquements dans la procédure. Donc du jour de son arrestation jusqu'à son placement. Donc je vous rappelle que j'entends dans les médias que la juge d'instruction aurait fait une ordonnance de placement. Mais c'est dans les médias, j'apprends cette ordonnance de placement. À aucun moment, une ordonnance m'a été notifiée. C'est-à-dire, on veut vous faire croire que l'avocat n'a pas relevé appel de l'ordonnance. Mais comment voulez-vous qu'on rappelle appel d'une décision qu'on ignore? Donc, tous ces manquements, je les ai relevés. D'accord. Et j'ai soumis l'autorité compétente pour examiner. Ensuite, il reviendra de prendre les dispositions. Nous, à partir de ce rapport, nous savons ce qu'il y a lieu de faire et nous allons faire. Voilà, c'est la question que on va vous poser pour la dernière donc de cette interview. Est-ce que, maintenant que vous avez ce rapport d'autopsie, quelle va être la suite? Est-ce qu'il y aura une autre plainte? Qui est-ce qu'elle va viser finalement? Parce que là, on parle de problème de détention. Mais oui, mais naturellement, à partir du moment son décès est imputable à des personnes, il faudrait que ces personnes répondent de leur comportement, de leur fait. Donc c'est ça, donc nous, comme je viens de vous dire, c'est en fin de journée qu'on a eu le rapport, et donc nous allons agir dans ce sens. Nous allons, la famille n'ayant constitué encore dans cette affaire, nous allons porter plainte contre les personnes qui sont toutes personnes responsables de son décès, que ce soit de manière directe ou indirecte. Toute personne liée à son décès devrait répondre conformément à la loi. Parfait. Merci donc, maître, d'avoir pris la parole, maître Koïta, qui est donc l'avocat de feu Alassane Bangoura, décédé en prison il y a quelque temps. Et merci en tout cas d'avoir pris la parole chez nous. Mon cher Diba, on parlait de Charles Wright tout à l'heure, mais il y a quelques petits sons qui me parviennent. Bala Samoura. Oui. Pourrait avoir été sa suspension pourrait avoir été levée là. Oui, justement c'est l'information qui circule. On me dit qu'il a pris part au rassemblement d'aujourd'hui. Voilà, donc ça veut dire que certainement la suspension a été levée. On attendra de pouvoir confirmer tout ça. Tout cela dans les prochaines heures. Maintenant, on a dit c'est une bonne chose, le fait que chacun d'eux revienne dans ses fonctions. Maintenant, il faut tirer des leçons du passé. Il faudrait que chacun, à son niveau, puisse quand même évoluer conformément à ce que la loi est prescrit dans sa démarche. Il faut que Bala Samoura, ce qu'on a reproché dans cette émission ici, le fait du respect des procédures, mais également ne pas sortir un peu de son rôle, de ne pas marcher sur les plates-bandes des OPJ, qu'il devrait le comprendre, parce qu'il dit qu'il est OPJ, mais l'autre dit oui, mais est-ce que vous avez l'habilitation? C'était là la question. L'un dans l'autre, quoi qu'il en soit, il faut que chacun se mette à sa place et qu'on espère qu'une fois encore, je le rappelle, Charles Wright va continuer à jouer son rôle pleinement et que cet incident ne va pas être un facteur qui va le déstabiliser et l'amener un peu à s'éloigner de son rôle. Maintenant, sur les gardes pénitentiaires, il faut rappeler que depuis 2020, je l'ai dit, ils étaient déjà en grève. Il y a une journée de grève, mais heureusement, le général Baldé avait trouvé une solution à l'époque. Mais c'était une mesure palliative. Et aujourd'hui, c'est cette situation qui perdure. Si vous regardez tous les corps dans ce pays,
vous constaterez que tout de suite, ces gardes sont relégués au second plan. Parfois, vous les voyez même, vous voyez tout de suite que ce sont des personnes qui ne sont pas mises dans des conditions et pourtant qui prennent des risques sur toute l'étendue du territoire national. Si ces gardes vont en grève, il y a d'autres conséquences. Et même pas que les maisons de détention, ce sont les procès aussi. Parce que pour qu'on amène des gens dans les tribunaux pour des procès, des détenus, il faut que ces gardes soient là. Vous vous souvenez en 2020, lorsqu'ils ont fait cette journée de grève, dans tous les TPI... Ça se faisait avec des tirs. Hein. Justement, et dans les TPI de Conakry, on a constaté qu'il n'y a pas eu de procès, parce qu'on ne pouvait pas déplacer les prévenus, parce que tout simplement, les gardes n'étaient pas là. Donc, il faut qu'ils soient entendus, sans compter que la question de la formation commune de base, ils disent qu'il faut que cette formation soit continue, et la formation commune de base avait été interrompue à l'époque. Aujourd'hui, ils estiment que cette formation doit continuer, mais aussi d'attribution des grades. Parce que ce sont des personnes, souvent par rapport aux autres, ils ont des promotions, mais ils sont oubliés dans cette architecture. Et c'est ce qui est malheureux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des personnes qu'il faut écouter. C'est vrai qu'ils ne sont pas sur le... Oui, ce sont des... Oui, non. Ce pas des soldats, c'est ce que je dis. Ils ont un statut particulier qui définit tout ça. Voilà. Mais... On va certainement commenter cette actualité et continuer à la suivre de bout en bout. Mais dans un instant, nous allons à Bofa, pardon. Là-bas, ça chauffe. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Levée de bouclier à Bokeh pour demander le départ du maire Seydouba Kissing Kamara. On lui reproche une mauvaise gestion du fonds de développement local et une molle réponse à la question de l'emploi dans sa commune. En tête de file de ces manifestations, Abdoulaziz Sow, il est porte-parole des manifestants et il rompt le silence ce matin sur nos antennes. Bonjour Abdoulaziz. Bonjour monsieur. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. La toute première question à vous, donc Jacques. Donc depuis quelques jours, vous manifestez dans la commune urbaine. Vous dites que la manifestation concerne toute la population de la commune urbaine. Mais dites-nous déjà, qu'est-ce que vous reprochez au maire? Nous reprochons la mauvaise gestion de la chose publique au maire. Quand vous prenez l'article 492, les ressources propres des collectivités locales sont les recettes recouvrées sur leur territoire et dont le produit les revient entièrement ou partiellement. Ces recettes qui sont propres à des communes sont recettes fiscales, recettes non fiscales, droits de redevance du domaine, produits d'exploitation du domaine, revenus du portefeuille, produits d'aliénation du patrimoine et du portefeuille, les revenus du secteur minier. Il nous dit qu'il n'a pas la même mise sur la situation des revenus du secteur minier. Comment dirais-je, je m'intrigue sur ces questions de base. Alors quand vous dites, il dit qu'il n'a pas la main sur les ressources minières. Est-ce que vous avez connaissance de l'exercice du métier, en tout cas de l'exploitation minière dans la commune urbaine? Je parle bien de la commune urbaine de Bofa, je ne parle pas de la préfecture de Bofa. Est-ce qu'il y a des zones minières dans la commune urbaine de Bofa sur laquelle monsieur le maire peut avoir accès? Oui, bien sûr, il y a des taxes superficielles qui sont payées par les sociétés minières. Il y a des quotes-parts sur des taxes minières affectées au développement local. Et sur ce, il y a un fonds FODEL qui est financé à partir du gouvernement pour le développement local. Tout ça là relève de la compétence. D'abord, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Est-ce que dans la commune urbaine de Bofa, on exploite de la bauxite? Bien sûr, quand vous prenez Chalco se trouve sur la zone de la commune urbaine. Okay. Le port de Bofa qui est menacé aujourd'hui jusqu'au niveau des nappes phréatiques se trouve dans la commune urbaine. Il y a plus de 4 ports, qui se trouvent au niveau de la commune urbaine. Quand vous partez du côté de Bel Air Mining, il y a un grand port aussi là-bas, 2 ports de moins qui est de ce côté. C'est pour vous dire que tout ceci contribue au développement de la collectivité locale. Mais le maire Seydouba Kissing fait une gestion opaque de la chose publique de toute la population de Bofa. Raison gardée.
compte tenu de ses intérêts, de ses propres intérêts. Quand vous partez du côté de Kolia-Lambani, là où il n'est pas maire, mais il a essayé d'arranger jusqu'à envoyer plus de 40 camions pour travailler à son nom. Alors nous avons fait un protocole d'accord entre le gouvernement, la population de Bofa, c'est-à-dire les 7 sous-préfectures plus la commune urbaine, pour le développement local de la préfecture de Bofa. Maintenant, la liste établie au niveau de la communauté qu'on a établie, on est parti le rencontrer jusqu'à chez lui parce qu'il a tout transporté chez lui. La mairie de Bofa, ses activités, c'est chez lui. Quand vous voulez le rencontrer, vous partez immédiatement chez lui là-bas, ici, ses papiers là-bas, ou à Conakry. Il est dans 3 activités. Il est au niveau du Conseil économique et social, il est parmi les huissiers, il a un cabinet à Conakry. C'est un maire, c'est-à-dire il est maire sur papier à Bofa, mais ses activités, c'est à Conakry. Nous avons jugé nécessaire, toute la population de Bofa, de revoir cette gestion de M. Serouba Kissi, puisque ses vice-maires et ses conseillers n'arrivent pas à le déclarer. Maintenant, la population de Bofa a envisagé pour partir faire des recherches concernant sur sa mauvaise gestion et on a eu ces documents. Il se réclame aujourd'hui que le port de Bofa, les 2 ports, c'est-à-dire le port de Walia plus le port de Bofa, plus le marché modèle qui fut être constitué par lui. Abdoulaziz, oui. Ce que nous allons faire, vous allez rester avec nous. Nous allons à la pause et au bout de 10 minutes seulement, on va se retrouver. Et on va en découdre, enfin vous allez en découdre entre vous et derrière vous, Monsieur Steele Souma, qui prendra la parole pour se défendre lui aussi dans les grandes gueules, et c'est dans la prolongation. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès.